Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans le nord de l'Ukraine, devient tristement célèbre pour l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Construite dans les années 1970, cette centrale, située près de la frontière avec la Biélorussie, était le fleuron du programme nucléaire soviétique. Avec ses 4 réacteurs de type RBMK, elle incarnait les ambitions de l'URSS en matière de production énergétique. Les dirigeants soviétiques avaient vu dans le nucléaire un moyen d'assurer leur indépendance énergétique, rendant les centrales nucléaires stratégiques tant sur le plan national que militaire. En 1986, la centrale de Tchernobyl, comme beaucoup d'infrastructures de cette époque, représentait bien plus qu'une simple installation énergétique. Elle s'inscrivait dans un contexte de guerre froide, marqué par des tensions constantes entre l'Est et l'Ouest. Pour l'Union soviétique, le nucléaire n'était pas seulement un outil de production d'électricité. Il servait à affirmer sa puissance technologique et sa résilience face aux puissances occidentales. Alors que les États-Unis et leurs alliés s'appuyaient sur un modèle économique basé en partie sur l'importation d'énergie, les Soviétiques se voulaient autosuffisants, convaincus que le nucléaire assurerait leur indépendance à long terme. C'est dans ce contexte de compétition globale que la centrale de Tchernobyl fut bâtie, symbolisant l'optimisme technologique de l'époque. Toutefois, cette confiance aveugle en une technologie encore peu maîtrisée, couplée à une série de choix techniques discutables, allait précipiter le pays dans l'une des crises sanitaires et environnementales les plus marquantes du XXe siècle. La catastrophe de Tchernobyl marquera un tournant non seulement pour le bloc soviétique, mais aussi pour le monde entier, qui réalisera l'ampleur des risques liés à l'énergie nucléaire et l'importance de la transparence et de la sécurité dans ce domaine. Dans la nuit du 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans le nord de l'Ukraine, est secouée par l'une des plus graves catastrophes nucléaires de l'histoire. Les événements se déroulent à 1h23 du matin, alors qu'un test de sécurité est en cours sur le réacteur numéro 4. Ce test, destiné à simuler une panne de courant et à vérifier si les turbines pouvaient continuer à alimenter les systèmes de sécurité en électricité, aurait dû être un exercice de routine. Cependant, plusieurs erreurs de manipulation et des faiblesses techniques propres aux réacteurs de type RBMK entraînent une escalade incontrôlable. La puissance du réacteur est abaissée bien en dessous de ce qui était prévu, puis augmentée de manière brutale. Cette instabilité pousse le réacteur à ses limites, mais les ingénieurs, sous pression pour terminer le test, décident de poursuivre, et ce, malgré les signes d'alerte. En quelques secondes, une réaction en chaîne explosive s'enclenche. 2 déflagrations se produisent, la première projetant un nuage de vapeur et la seconde pulvérisant la structure du réacteur. Le toit du réacteur est soufflé, laissant les matériaux radioactifs exposés à l'air libre et projetant des débris incandescents dans les environs. La confusion règne immédiatement. Le personnel de la centrale, n'ayant jamais été formé à une telle situation, peine à comprendre ce qui vient de se produire. Dans la salle de contrôle, l'équipe, dirigée par Anatoly Dyatlov, ne réalise pas l'ampleur de l'accident. La conception même du réacteur RBMK étant classée secret d'État, la plupart des techniciens ignorent les failles potentielles de la structure. Dyatlov, persuadé que le réacteur n'a pas explosé, ordonne même à ses techniciens de continuer à injecter de l'eau pour tenter de refroidir ce qu'il croit être un problème mineur. En réalité, le cœur du réacteur est exposé et toute tentative de le refroidir ne fait qu'exposer davantage de personnes aux radiations mortelles. Les premiers à intervenir sont les pompiers locaux, appelés d'urgence pour éteindre l'incendie. Ils arrivent sans équipement de protection adéquate, ignorant la radioactivité qui émane de la centrale. Les pompiers découvrent une scène d'horreur, des morceaux de graphite extrêmement radioactifs provenant du cœur du réacteur sont éparpillés sur le site. En les touchant, ils s'exposent immédiatement à des doses de radiation inimaginables. L'air est empreint d'une lueur bleutée, un phénomène dû à l'ionisation de l'air par les radiations, que beaucoup d'entre eux interprètent comme un simple reflet de flamme. Justement, ils tentent de combattre les flammes avec des moyens classiques, mais ressentent rapidement des symptômes inhabituels,
nausées, vertiges, picotements intenses sur la peau. Ces premiers signes sont en fait les symptômes d'une exposition aiguë aux radiations, mais ils continuent leur travail sans réaliser le danger qui les entoure. Les témoignages recueillis plus tard racontent l'horreur de ces premiers moments. L'un des pompiers, Vassili Ignatenko, rapporte avoir senti une chaleur intense sur sa peau en approchant du site, bien qu'il ne soit pas près des flammes. Les premières heures sont marquées par une série de décisions erronées, alors que les opérateurs et les autorités minimisent l'ampleur de l'accident. Les habitants de Pripyat, ville construite spécialement pour loger les travailleurs de la centrale et leurs familles, dorment paisiblement à quelques kilomètres de là, inconscients du désastre en cours. La contamination commence à se répandre, mais les autorités soviétiques n'envisagent pas encore une évacuation, craignant de provoquer la panique. Il faut attendre le matin du 27 avril pour que les premiers signes d'alerte soient enfin pris en compte. Les niveaux de radiation dans l'air sont si élevés qu'ils dépassent les capacités de mesure des instruments disponibles sur place. Cependant, les ordres restent confus et l'évacuation de Pripyat est retardée pendant près de 36 heures. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les autorités soviétiques se résignent à évacuer les quelques 50 000 habitants de Pripyat. Les résidents reçoivent l'ordre de quitter leur maison en emportant uniquement le nécessaire pour quelques jours. Ils montent dans les bus sans comprendre qu'ils ne reverront probablement jamais leur foyer, leurs objets personnels et leurs souvenirs. Certains sont même convaincus qu'ils pourront revenir rapidement, mais la réalité est bien plus sombre. La ville sera abandonnée pour toujours et des niveaux de radiation extrêmes rendront l'endroit inhabitable pour des milliers d'années. Les habitants de Pripyat ne sont pas informés de la gravité de la situation. On leur dit simplement que l'évacuation est temporaire. Les familles montent dans les bus, les enfants emportant leurs jouets préférés, sans se douter de la réalité des radiations invisibles qui les entourent. L'inquiétude grandit, mais les instructions sont strictes. Et le régime soviétique veille à contrôler l'information pour éviter de semer la panique. La décision tardive d'évacuer aura des conséquences désastreuses sur la santé des résidents qui continueront de subir les effets des radiations dans les années à venir. Pendant ce temps, l'Union soviétique est confrontée à l'ampleur inédite de la crise. Les premiers efforts de confinement commencent presque immédiatement après l'évacuation de Pripyat. Des milliers d'hommes sont mobilisés pour travailler autour du réacteur et tenter de limiter la contamination. Ces liquidateurs, comme on les appellera plus tard, sont chargés de nettoyer les débris radioactifs, d'éteindre les feux et de construire un sarcophage de béton pour recouvrir le réacteur endommagé. Les liquidateurs incluent des pompiers, des soldats, des mineurs et des ingénieurs, souvent mal formés sur les risques qu'ils encourent. Ils se relaient par centaines pour des interventions de quelques minutes seulement, car les niveaux de radiation sont si élevés que rester plus longtemps les exposerait à des doses mortelles. Les conditions de travail sont terribles. Les liquidateurs ne disposent souvent que d'un équipement de protection rudimentaire, comme des masques en papier et des combinaisons de plomb qui ne couvrent pas entièrement leur corps. Beaucoup utilisent des moyens improvisés pour manipuler les débris radioactifs, comme des pelles ou des balais, ignorant que chaque contact avec ces matériaux augmente leur risque de développer des maladies graves. En dépit du danger, certains liquidateurs accomplissent leur mission avec un dévouement exceptionnel. Ils sont conscients des conséquences pour leur propre santé, mais beaucoup d'entre eux ressentent un devoir patriotique, persuadés qu'ils contribuent à prévenir une catastrophe encore plus grande. La construction du sarcophage en béton autour du réacteur est un exploit technique, mais aussi une épreuve humaine. Les équipes se relaient jour et nuit pour ériger cette structure qui doit contenir les radiations et éviter qu'elles ne continuent de se propager. Cependant, le sarcophage lui-même est une solution temporaire, une barrière imparfaite contre une menace invisible. Le sacrifice des liquidateurs sauvera sans doute des vies en limitant la diffusion des matières radioactives, mais le coût humain est immense. Des milliers d'entre eux souffriront plus tard de graves problèmes de santé, allant de cancer aux maladies cardiaques, et beaucoup perdront la vie prématurément. Les sacrifices des liquidateurs deviendront une des pages sombres et héroïques de cette catastrophe, une preuve de l'engagement de ces hommes face à un ennemi invisible et impitoyable. Dans les jours qui suivent l'explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un nuage radioactif massif commence à se propager dans l'atmosphère au-dessus de l'Europe,
transportant avec lui des particules hautement contaminées. Ce panache invisible est composé de plusieurs isotopes radioactifs dangereux comme l'iode 131, le césium 137 et le strontium 90, qui ont des effets dévastateurs sur la santé humaine et l'environnement. Les vents dominants poussent le nuage vers le nord-ouest et en quelques jours, il franchit les frontières de l'Union soviétique. Ce déplacement est rapide et dès le 27 avril, il commence à atteindre les pays voisins, en premier lieu la Scandinavie. L'Union soviétique garde le silence sur l'accident, laissant les autres pays sans information officielle. La première alerte est donnée par les employés de la centrale nucléaire de Forsmark, en Suède, le 28 avril 1986, soit 2 jours après l'explosion. Les détecteurs de radioactivité de la centrale déclenchent des alarmes inhabituelles et les travailleurs sont initialement suspects, pensant à une fuite locale. Cependant, les niveaux de radioactivité mesurés autour de la centrale ne correspondent pas à une source interne, ce qui pousse les autorités suédoises à enquêter. Rapidement, ils déterminent que la contamination provient de l'extérieur et alertent leurs voisins européens. C'est le premier signal pour l'Europe de l'Ouest que quelque chose d'anormal est en train de se produire. La situation évolue rapidement alors que d'autres pays, comme la Norvège et la Finlande, constatent également des niveaux de radioactivité anormaux dans l'air et la pluie. Sous pression, l'Union soviétique finit par admettre le 28 avril qu'un accident a eu lieu à Tchernobyl, sans pour autant divulguer la gravité de la catastrophe. Le nuage continue sa progression, poussé par des vents changeants, couvrant rapidement de vastes portions de l'Europe. Il atteint la France, l'Allemagne et d'autres pays d'Europe centrale et occidentale dans les jours suivants. Mais la dispersion des isotopes est inégale. Certains territoires sont plus touchés que d'autres en fonction des conditions météorologiques et des précipitations. La pluie joue un rôle déterminant dans le dépôt des particules radioactives au sol. Dans les régions où il pleut lors du passage du nuage, des dépôts plus élevés de radioactivité se produisent, contaminant le sol, l'eau et la végétation, et impactant ainsi les chaînes alimentaires. En France, la gestion de cette crise se distingue par un discours rassurant, voire minimisant, de la part des autorités. Le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, dirigé par le professeur Pierre Pellerin, devient le principal organe de communication sur cette affaire. Dès les premiers signes de la présence du nuage au-dessus de la France, le SCPRI publie des communiqués affirmant que la hausse de la radioactivité est non significative pour la santé publique. Cette déclaration tranche avec l'inquiétude qui gagne d'autres pays européens où des mesures préventives sont mises en place pour protéger les populations les plus vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes. En Allemagne, en Italie et en Suisse, des restrictions sont imposées concernant la consommation de certains produits alimentaires, comme le lait et les légumes-feuilles, réputés pour capter les particules radioactives. En France, en revanche, les autorités insistent sur le fait que le nuage ne représente aucun danger. Les médias français, sous l'influence du SCPRI, adoptent majoritairement un ton rassurant. Les journaux et les émissions télévisées relaient les messages du gouvernement expliquant que le nuage s'est arrêté aux frontières ou que sa concentration en radioactivité est bien inférieure aux niveaux inquiétants. Ce message est conforté par les données diffusées par le SCPRI qui, plus tard, seront remises en question pour leur manque de transparence. En effet, les niveaux réels de contamination en France sont minimisés dans les rapports publics. Les documents d'époque montrent qu'en privé, des experts nucléaires expriment des doutes sur la fiabilité des analyses et soulignent que des mesures plus précises et une meilleure communication auraient dû être privilégiées. Des années plus tard, des témoignages de scientifiques et de fonctionnaires impliqués révèlent l'ampleur du déni qui a entouré cette catastrophe en France. Des documents d'archives montrent que certains responsables avaient connaissance de niveaux de radioactivité préoccupants, notamment dans l'Est et le Sud de la France, mais ont choisi de ne pas alerter la population. Les autorités craignaient qu'une communication trop alarmiste n'entraîne la panique et des critiques sur la gestion des centrales nucléaires françaises, alors en plein développement. Le discours officiel de minimisation a donc eu pour but de protéger l'image du nucléaire, considéré à l'époque comme une ressource stratégique pour l'indépendance énergétique de la France. Le cas de la Corse est particulièrement révélateur de cette gestion controversée. Située dans la Méditerranée, l'île est survolée à 2 reprises par le nuage radioactif de Tchernobyl. La première fois peu après l'explosion et une seconde fois quelques jours plus tard,
en raison de changements de direction des vents. Les précipitations sur l'île provoquent un dépôt de particules radioactives sur le sol, contaminant l'environnement naturel. À l'époque, les autorités insistent sur le fait que ces dépôts ne présentent aucun risque pour la population locale. Cependant, certains résidents rapportent avoir observé des anomalies dans leur environnement, comme des feuilles anormalement brûlées et des animaux montrant des signes de maladie. Les années qui suivent révèlent un impact plus durable. En Corse, des études postérieures montrent une augmentation de la radioactivité dans certaines zones, notamment dans les sols et les eaux. Des échantillons prélevés révèlent la persistance de certains isotopes radioactifs dans l'environnement, bien au-delà des périodes de demi-vie initialement prévues. Les habitants, quant à eux, développent des pathologies diverses et certains témoignages relient ces affections à leurs expositions lors du passage du nuage. Des résidents racontent leur inquiétude face aux problèmes de santé qui semblent plus fréquents, surtout parmi ceux ayant grandi ou vécu à proximité des zones les plus touchées par les retombées. Au fil des années, les analyses scientifiques s'accumulent et montrent que la Corse a subi des niveaux de contamination significatifs. Les taux de césium-137 sont plus élevés dans certaines régions de l'île, avec des concentrations inhabituelles dans les chaînes alimentaires locales, notamment dans les produits agricoles et les animaux de pâturage. Ces découvertes confirment les suspicions de contamination accrue dans certaines régions de France, y compris en Corse. En dépit de ces constats, les autorités maintiennent un discours prudent, minimisant les risques pour la santé publique. Toutefois, la défiance envers les déclarations officielles grandit parmi la population, exacerbée par les révélations d'études indépendantes qui contrastent avec les évaluations du SCPRI. Les révélations qui suivront mettront en lumière une faille dans la gestion de la communication autour de cette catastrophe, amenant des critiques acerbes sur le manque de transparence et la priorité donnée à la préservation de l'image de l'industrie nucléaire française. L'affaire Tchernobyl en France sera étudiée dans les années à venir comme un exemple de défaillance dans la gestion des risques et de la communication publique en situation de crise. Pour les habitants de Corse et des autres régions exposées, cette catastrophe laissera des séquelles visibles et invisibles, inscrivant l'explosion de Tchernobyl non seulement dans l'histoire mondiale, mais aussi dans la mémoire collective européenne, avec une empreinte particulièrement marquée dans les régions françaises qui, comme la Corse, ont été touchées de plein fouet. L'impact environnemental du nuage radioactif s'est rapidement manifesté, et pour cause, la végétation dans certaines zones montre très vite des signes visibles de contamination. Les feuilles des arbres, par exemple, jaunissent, et les sols forestiers accumulent de fortes doses de radioactivité. En Biélorussie, en Ukraine et en Russie, les forêts situées dans les zones les plus touchées voient leur écosystème gravement altéré. La faune est largement victime de cette contamination. Des mutations génétiques apparaissent chez certaines espèces animales, notamment les rongeurs et les oiseaux, et des anomalies génétiques sont observées sur plusieurs générations. La forêt rousse, située à proximité immédiate de la centrale, devient tristement célèbre pour la couleur rouille prise par les pins après avoir absorbé des doses massives de radiation. Cette zone devient un laboratoire à ciel ouvert, permettant d'étudier les effets des radiations sur l'environnement, bien que ces observations s'accompagnent d'un bilan tragique pour les espèces affectées. Dans les années qui suivent, les études montrent que le césium-137, l'un des principaux éléments radioactifs émis par l'explosion, persiste dans les sols et la végétation. Ce radionucléide, avec une demi-vie d'environ 30 ans, reste présent dans l'environnement et continue de contaminer les chaînes alimentaires. En Europe, les animaux sauvages comme les sangliers, qui consomment des champignons et des truffes, accumulent de fortes doses de césium. Ces animaux deviennent des sources de contamination pour les humains lorsqu'ils sont chassés et consommés, perpétuant ainsi l'impact sanitaire de Tchernobyl bien après l'accident. Les sols agricoles dans certaines zones européennes restent également contaminés et des restrictions sont mises en place pour limiter l'exposition humaine. En Scandinavie, des milliers de rennes sont abattues en raison de la contamination des pâturages et cette mesure reste nécessaire pendant de nombreuses années après la catastrophe. Du point de vue sanitaire, les conséquences de la contamination sont dramatiques et se révèlent progressivement. En Ukraine et en Biélorussie, des régions situées sous le vent de Tchernobyl, subissent les effets les plus graves. Dans les années suivant l'accident, le nombre de cas de cancer de la thyroïde, notamment chez les enfants, augmente de manière exponentielle.
L'iode 131, un isotope radioactif à courte durée de vie, mais à forte capacité de concentration dans la thyroïde, est particulièrement responsable de cette hausse. Bien que des mesures aient été prises dans certains pays pour distribuer des comprimés d'iode stables, cette initiative n'a pas été appliquée dans toutes les zones touchées, laissant de nombreuses populations vulnérables face à cette source de radiation. En Biélorussie, l'incident des cancers pédiatriques de la thyroïde augmente de manière dramatique, une conséquence directe de la contamination par l'iode radioactif. D'autres problèmes de santé à long terme émergent également, bien que leur lien avec Tchernobyl reste souvent difficile à établir avec certitude. Les taux de cancer, de malformations congénitales et de maladies auto-immunes augmentent dans les populations exposées, en particulier en Ukraine et en Biélorussie, mais aussi dans d'autres pays européens. La contamination touche également les générations futures. Des anomalies génétiques et des malformations sont observées dans les populations vivant dans les zones à forte radioactivité, et des études révèlent des mutations génétiques chez les enfants nés de parents ayant été exposés aux radiations. L'impact psychologique de la catastrophe est également profond. Les familles touchées vivent dans la peur constante des conséquences invisibles de la radioactivité et beaucoup subissent un traumatisme psychologique lié à la catastrophe. Tchernobyl laisse donc un héritage profondément marqué par les répercussions environnementales et sanitaires de la catastrophe. Mais au-delà des effets immédiats et à long terme sur les populations et l'environnement, cet accident provoque un changement majeur dans la perception de l'énergie nucléaire à travers le monde. Avant Tchernobyl, le nucléaire était souvent perçu comme une source d'énergie propre et sûre, capable de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Mais l'ampleur de l'accident et la révélation des effets dévastateurs des radiations sur l'environnement et la santé humaine changent profondément l'opinion publique. Dans les pays européens, et même au-delà, de puissants mouvements antinucléaires émergent, appelant à une réduction ou un abandon complet de l'énergie nucléaire. L'Allemagne, par exemple, est marquée par une montée en force des mouvements écologistes, qui finissent par influencer la politique énergétique du pays. Ce mouvement prend de l'ampleur après la catastrophe de Fukushima en 2011, qui ranime les peurs liées au risque nucléaire. Finalement, l'Allemagne décide de sortir progressivement du nucléaire, une décision qui marque l'aboutissement d'années de débats initiés en partie par Tchernobyl. D'autres pays, cependant, continuent de soutenir l'énergie nucléaire tout en prenant des mesures pour améliorer la sécurité des centrales. La catastrophe de Tchernobyl entraîne des changements profonds dans les normes de sécurité nucléaire au niveau mondial. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, introduit de nouvelles réglementations et des standards de sécurité renforcés pour éviter qu'un accident de cette ampleur ne se reproduise. Des protocoles de transparence sont également mis en place pour garantir que les gouvernements communiquent ouvertement en cas d'incident. Une leçon tirée des tentatives de dissimulation soviétique qui avaient permis aux nuages radioactifs de se propager sans alerte initiale. Les systèmes de communication et de gestion de crise nucléaire évoluent également, avec des exercices réguliers organisés pour préparer les autorités à répondre de manière plus efficace en cas d'accident. Pour les populations européennes, l'ombre de Tchernobyl reste présente dans les mémoires et la méfiance envers le nucléaire persiste. Des décennies après l'accident, des études montrent que certains Européens continuent de ressentir une crainte face aux installations nucléaires, alimentées par les répercussions de la catastrophe sur la santé et l'environnement. La catastrophe de Tchernobyl, de par son ampleur et ses conséquences durables, a non seulement marqué une génération, mais a également redéfini la manière dont le monde perçoit et utilise l'énergie nucléaire, rappelant de manière tragique les risques potentiels associés à cette technologie. Voilà, nous arrivons au terme de la vidéo. Parmi les histoires marquantes de Tchernobyl, il y a pour conclure celle des chiens de Pripyat. Après l'évacuation, de nombreux animaux domestiques ont en effet été laissés derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiens errants, devenus des symboles de la ville abandonnée, sont surveillés de près afin d'observer les effets des radiations sur leur santé. Cette population canine rappelle ainsi, chaque jour, l'impact de l'accident sur toute forme de vie. Merci encore d'avoir visionné ce documentaire. N'hésitez pas à faire un don qui vous a plu via Tipeee ou YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous décidez de regarder une autre vidéo de la chaîne.